Bonjour, mesdames, messieurs, autorités, personnalités. Nous allons avoir une très belle discussion parce qu'à entendre Stanislas Zézé, que je remercie encore avec Jeanne Zézé, m'avoir convié pour animer ce panel, et le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, il semblerait qu'il y ait de gros défis cette année. Et le thème que nous allons discuter est un thème crucial parce qu'effectivement, quand on allume la radio ou qu'on écoute la télévision tous les jours, les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes, mais peut-être qu'ils vont nous rassurer avec leur expertise. Et nous avons donc ce panel intitulé « 2025 est-il un tournant décisif de la sécurité et stabilité politique en Côte d'Ivoire ?» avec des personnalités que vous connaissez bien. Certains étaient déjà présents l'année dernière à ce même forum. Et je vais commencer par inviter l'autorité qui va nous éclairer de toutes ces lumières sur cet enjeu crucial, mon cher ami et frère Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, insertion professionnelle et service civique, que vous connaissez bien. Encore un peu d'applaudissements, il va passer sur le grill. Vincent Taubiré, qui j'espérais arriver. Je ne sais pas si Vincent est dans la salle. L'année dernière, il avait été très applaudi. Vincent, oui, il est là, il arrive. Le président d'Aube Nouvelle. Merci Vincent. Ensuite, le professeur Simplice Yodédion, que vous connaissez tous, enseignant-chercheur, qui a occupé de nombreuses responsabilités publiques et dont la pertinence des propos est toujours soulignée. Et last but not least, comme on dit, le docteur Sako Gervais Boga, qui est là également et qui est reconnu également pour tout ce qu'il fait en faveur des droits de l'homme. Monsieur Boga, bienvenue. Nous sommes live. Messieurs, bien le bonjour. Je vais commencer par Monsieur le ministre. C'est vrai que... ben oui, quand même. Vous êtes la puissante autorité. Tout le monde est un peu inquiet. Hein, et puis il souffrait que nous ayons un dialogue, une conversation assez directe, hein, sans langue de bois. Et je crois que c'est l'objet de ce forum à Joie, qu'il y a notre ministre qui nous a rejoint. Monsieur le ministre Derassouba, bienvenue. Vous pourrez intervenir si vous le souhaitez, parce qu'on a parlé des champions ce matin. Non, je disais, nous allons être sans langue de bois comme le rapport Bloomfield. Monsieur le ministre, beaucoup de sujets d'inquiétude. C'est vrai, quand j'écoute les informations sur la Côte d'Ivoire, on est un peu inquiet par rapport au contexte général. Et cette conférence intitulée 2025, l'année de tous les dangers, est-ce que c'est l'année de tous les dangers, monsieur le ministre? Ou pouvez-vous nous rassurer que tout va bien se passer? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Mais je voudrais dire que l'animation du débat public, du débat politique, n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les élections aux États-Unis. Il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes. Vous avez vu les élections en France. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Donc c'est cyclique. C'est vrai que lorsqu'on ramène ça à la réalité ivoirienne avec les graves crises qu'on a connues par le passé, je parle de 2002, de 2010, etc., il est légitime que les populations, au regard des discours distillés par-ci et là, expriment donc des inquiétudes. Mais je peux rassurer que nous avons aujourd'hui un pays solide, avec des institutions fortes. Et c'est justement parce que nous avons un pays solide avec ces institutions fortes que ce pays n'a pas basculé en 2020. Parce que n'oubliez pas qu'à l'approche de l'élection présidentielle 2020, nous avons aussi donc quelques frayeurs. Et donc cette dynamique devait se poursuivre, mais encore faut-il que tous les acteurs politiques, et je souhaite qu'on parle aujourd'hui en toute franchise, sans langue de bois, que tous les acteurs politiques acceptent
d'assumer pleinement leurs responsabilités et jouent pleinement donc leur rôle qui est celui donc d'aider à faire avancer ce pays. Et on aura l'occasion d'approfondir cela. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Alors justement, ce matin, Charles Oquier nous parlait d'institutions fortes, donc qui soient indépendantes, responsables et qui rassurent l'ensemble des acteurs. Or, il me semble que dans l'actualité récente, nous avons eu quelques membres de la classe politique, représentants au niveau de la CEI, qui ont décidé de ne plus siéger. C'est une information qui est confirmée, et est-ce que ce n'est pas une source d'inquiétude? Je vais rappeler que ce n'est pas la première fois. En 2020, ces mêmes acteurs avaient quitté la Commission électorale indépendante. On a eu des élections qui sont organisées. Le pays a continué à avancer. Parce qu'il faut mettre les choses en perspective. Et donc, il est regrettable que les acteurs politiques réunissent leurs paroles. Parce qu'en réalité, si les partis politiques ont l'initiative de la proposition dont des acteurs au sein de la Commission électorale indépendante, mais les lois ivoiriennes disent que tous les commissaires qui intègrent la Commission électorale indépendante échappent aux partis politiques. Donc normalement, les partis politiques n'ont aucun pouvoir de demander à des acteurs donc, de démissionner. Et ces acteurs ne peuvent pas démissionner sous injonction de leur parti politique, puisque ces acteurs, justement, ont prêté serment devant des juges. Et donc démissionner, c'est aussi un acte de parjure. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les acteurs politiques dans notre pays comprennent ce que la démocratie, c'est le respect des règles. Tant qu'on n'arrivera pas à cela, on va tourner en rond. La démocratie, c'est d'abord le respect des règles. Merci, monsieur le ministre. Je suis sûr qu'on reviendra là-dessus. Monsieur le préfet, alors justement, l'année dernière, vous nous avez entretenu sur cette espèce de climat délétère qu'on observait déjà. Ce que le ministre vient d'indiquer, notamment par rapport à la responsabilité des partis politiques ou l'irresponsabilité vis-à-vis de la CEI notamment, et des organes publics de manière générale, est-ce que vous qui avez justement dialogué avec l'ensemble des partis politiques, observé scrupuleusement l'évolution justement de cette classe politique et de leur interaction des nations, vous pensez que ce que le ministre vient de nous indiquer est un gage de stabilité et de règles de droit pour nous assurer que 2025 sera une année de paix au niveau électoral? Je voudrais être aussi optimiste que monsieur le ministre, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire et les signes qui sont là aujourd'hui donnent matière à inquiétude. Nous sommes, c'est le constat, dans un pays où chaque élection présidentielle est l'opportunité de chaos, et cela depuis pratiquement 35 ans. En 90, on a eu l'ouverture au multipartisme, la première violence électorale. Je ne parle même pas de la période du parti unique, 30 ans. En 95, on a eu 34 morts du côté de San Pedro, Tabou, dans les affrontements interethniques à l'occasion des premières élections après Houphouët-Boigny, après le décès du président Houphouët-Boigny. En 2000, on a eu environ 147 morts retrouvés dans une fosse commune du côté de Yopougon. On a eu des morts partout à Abidjan, après le coup d'État militaire. On a eu une longue période de transition due aux événements politico-militaro-sécuritaires que vous connaissez. En 2010, l'ONU et les agences internationales reconnaissent qu'il y a eu 3000 morts. En 2015, on a eu une élection qui n'a certes pas connu de morts, mais qui a eu des violences parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation. En 2020, on a eu 87 morts et on est en 2025. Donc l'histoire de la Côte d'Ivoire donne une fébrilité et une fragilité à chaque élection présidentielle. Donc l'histoire n'incite pas à l'optimisme. Et deuxième élément, c'est les faits d'aujourd'hui. Et j'ai 6 faits majeurs que je vois. C'est que 2025, ce sera la 4e élection générale, disons élection présidentielle, après la fin de la crise. La première élection étant celle de 2010, pour mettre fin à la crise que nous avons connue. Et la deuxième a été 2015, la troisième 2020 et la 4e. Dans les approches d'évaluation, de gouvernance et de stabilité des pays, on en est arrivé à la conclusion, depuis l'exemple du Mozambique, qu'un pays qui connaît la guerre, qui connaît une crise profonde, arrive à une sorte de stabilité après la 4e élection. Et nous sommes en Côte d'Ivoire à la 4e élection, qui doit pouvoir nous montrer si nous sommes dans une stabilité démocratique, une stabilité sécuritaire. Et ça donc fait des élections de 2025 un enjeu important. Le deuxième élément important, c'est que c'est la première fois depuis le 2010 que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les groupements, toutes les forces politiques décident de participer à cette élection. Ce n'est plus arrivé depuis 2010. 2015, il y a beaucoup de partis qui n'y étaient pas. 2020, il y a des partis qui ont boycotté. Et 2025,
on a toutes les forces politiques de Côte d'Ivoire et de nouvelles qui entendent participer. Ce qui accroît donc l'enjeu de cette élection et donc les risques de tension. Troisième élément, c'est le niveau de progrès économique. On l'a montré tout à l'heure. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés par le rapport Bloomfield et par les exposés. Il y a quand même des résultats économiques en Côte d'Ivoire qui incitent à beaucoup d'euphorie et à juste titre. Et donc, ces enjeux économiques font entrer de nouveaux acteurs et de nouvelles situations de tension qui peuvent être l'opportunité d'éclatement dans certaines communautés. Quatrième élément, c'est le contexte sécuritaire régional. Nous n'avons jamais organisé les élections en Côte d'Ivoire quand on a autant de pays fragiles autour de nous qui ont subi soit des coups d'État, soit des déstabilisations et qui font face au terrorisme. Donc il y a un enjeu sécuritaire régional assez inquiétant pour lequel la Côte d'Ivoire a pris des mesures, mais la Côte d'Ivoire reste l'îlot de stabilité dans cette Afrique de l'Ouest, perturbée par des événements et par un processus peut-être de maturité de la démocratie. Cinquième élément important, c'est la crise économique mondiale. Nous faisons une élection aujourd'hui où il y a une guerre économique déclarée et tout le monde est concentré sur cette guerre économique et ça peut affecter, parce que cette guerre économique va couper des financements dans certains domaines de démocratie en Côte d'Ivoire et ça peut nous laisser à volo. Et dernier élément, c'est aujourd'hui, nous faisons une élection dans un contexte de révolution des nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, qui va rentrer en ligne de compte dans l'évaluation, dans l'appréciation, dans la gestion de notre élection. Donc ces éléments actuels, qui sont les faits, qui donnent quand même des éléments à réflexion sur l'enjeu de nos élections et sur comment elles pourraient s'organiser. Donc je ne suis pas aussi optimiste que M. le ministre, mais je dis qu'il y a des variables sur lesquelles nous pouvons intervenir maintenant pour inverser la courbe et aller de façon très optimiste aux élections de 2025. Merci, Vincent Duberry. Si je vous écoute, en attendant peut-être que le monsieur le ministre réagisse, vous allez prendre son micro pour qu'on ne fasse pas le micro. Non, vous pouvez prendre celui-là. C'est le micro de le ministre, je ne peux pas partager le micro avec monsieur le ministre. Ah bon, on va pas commettre de crime alors. Ça peut vous valoir la prison, attention. Est-ce que la classe politique a mûri? Parce que, à vous écouter, et quand on regarde le contexte en général, les leaders des partis politiques ont une grande responsabilité. Je viendrai après la société civile. Est-ce que, quand vous observez l'évolution avec tous les chiffres que vous nous avez donnés, la classe politique en Côte d'Ivoire a évolué? Vous estimez qu'aujourd'hui, on est aux 4e élections, comme vous disiez si bien, elle présente toutes les garanties qu'il faut pour qu'elle assure une sorte de stabilité dans le cadre de ce chaos que vous avez décrit, où finalement nous sommes 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Oui, je ne sais pas si la classe politique a mûri, mais elle a muté. Vous avez des ministres jeunes qui ont peut-être pas même la cinquantaine, comme Touré Madou, il n'a pas encore eu, il tient à le préciser, hein, il n'a pas encore 50 ans, et un des animateurs clés de la vie politique. Il y a quelques temps, on n'observait pas ça en Côte d'Ivoire. Donc, il y a quand même de nouvelles dynamiques, de nouvelles voix qui s'émergent. J'ai mon ami Assalé Timoko qui est là, qui s'est fait entendre dans le jeu politique aujourd'hui, qui est un élu. On a même des hommes qui ont dépassé 70 ans, qui ont fait leur entrée dans les partis politiques, qui se font entendre. Donc, il y a eu quand même une évolution. Mais en termes de cycle de crise et de conflit, la Côte d'Ivoire n'a pas encore suffisamment mûri. La preuve, c'est que c'est la première fois depuis toutes les 9 sessions, ces 9 conférences, c'est la première fois qu'on commence avec un sujet politique à l'entame de cette conférence risque-pays. D'habitude, on met ça l'après-midi. Mais c'est maintenant parce que c'est important. Et donc, la maturité... Je ne me trompe pas, hein, parce que j'ai été à toutes les sessions de la conférence risque-pays. C'est la première fois. C'est une année à haut risque. Voilà, donc la maturité, c'est un processus en cours. Le ministre le disait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des représentants des États-Unis qui auraient imaginé, même dans un film de science-fiction, que les Américains auraient contesté les résultats d'une élection et auraient envahi le Capitole, seraient allés à la Maison-Blanche. Donc, comme disent les Anglais, la démocratie, c'est work in progress. Tant qu'on ne consolide pas, on peut retomber. Il y a des pays tels que l'Afrique du Sud qui ont retombé, il y a des pays tels que la Tanzanie qui sont retombés. Donc, ce n'est jamais un état définitif, une démocratie acquise. C'est un travail continu. Donc, la maturité des hommes politiques ivoiriens, quand on parle d'hommes politiques, ce n'est pas seulement les animateurs qui ont un titre dans les partis ou dans les institutions, c'est même le public, c'est la population. Et Charles Kié
l'a bien défini, c'est les traditions, ce sont les normes, c'est l'acceptation de l'arbitraire ou de l'injustice. C'est un processus en cours, et je pense que ce processus en cours en Côte d'Ivoire, nous souhaitons qu'il soit accéléré. Voilà. Merci. Monsieur Boga, avant de venir vers vous, Monsieur le ministre, j'aimerais que vous réagissiez sur cette maturité de la classe politique ivoirienne, y compris au sein de votre propre parti. Le préfet le disait, on a de plus en plus de jeunes acteurs sur la scène politique ivoirienne, et c'est bien. Est-ce que vous, en tant que, on va dire, parmi les jeunes cadres du parti au pouvoir, vous avez observé une modification des comportements, de l'état d'esprit de vos collègues, de votre parti politique, qui pourrait rassurer sur le fait qu'effectivement, on peut avoir un dialogue constructif, mature, entre dirigeants des différents partis politiques? Ou est-ce que vous êtes comme le vieux caïman encore de ce parti? Écoutez, moi, sur ça, j'ai un avis mitigé. Je ne crois pas qu'il soit une affaire de génération. Je ne crois pas que selon qu'on soit jeune ou vieux, on ait une posture plus innovante ou pas. Je pense que c'est un état d'esprit. On peut être moins âgé et puis être dans une dynamique nouvelle. On peut être plus âgé et être dans une bonne dynamique nouvelle, comme on peut être moins âgé et puis ne pas être bon du tout. Et donc, ce n'est pas une affaire donc, de génération. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Je dis, quand on regarde aujourd'hui, je vais être honnête, lorsqu'on regarde aujourd'hui le niveau du débat public, on peut s'interroger. Lorsqu'on regarde les mêmes rengaines qui reviennent depuis plusieurs années, on peut s'interroger. C'est comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas évolué depuis 30 ans. C'est les mêmes débats. On a encore su les débats de qui a gagné les élections en 2010. On a encore su les débats de 1995, etc. Et donc, oui, il y a des acteurs politiques qui n'ont pas évolué. Et ces acteurs, on peut les retrouver dans tous les camps. Et puis, vous avez une nouvelle génération d'acteurs politiques, ce n'est pas une question d'âge, qui estiment justement qu'en tirant leçon de tout ce qui s'est passé, il nous faut évoluer. On ne peut pas être prisonnier continuellement de notre passé. Il faut évoluer. Et pour évoluer, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des choses donc à respecter. Et moi, je suis assez optimiste. Bon, j'ai mon ami frère Charles Blé-Goudé qui est dans la salle. Il sait qu'on se parle, sans tabou sur tous les sujets. On se parle, il n'y a pas de barrière. On peut être d'accord sur notre désaccord, mais on se parle. Assalé Timoko est dans cette salle, il sait qu'on se parle sur différents sujets. Et donc, pour dire que contrairement aux apparences et au niveau donc, des débats, on se parle. Peut-être dans des cadres informels, et peut-être que ce que les gens demandent, c'est d'avoir des cadres plus formels, mais considérer qu'il y a une rupture dans le dialogue entre les acteurs politiques, ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il y a une convergence aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que nous voyons notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, que vous avez dit, c'est un tournant décisif. Je pense, moi, fondamentalement, que nous sommes un tournant décisif. Je pense que 2025 sera l'amorçage d'une nouvelle dynamique. Vous serez et candidat, je pense justement ou... que le risque qu'on a, je termine par là, l'un des risques qu'on a pour 2025, c'est tous ces acteurs politiques qui jouent les dernières cartes. Mais cela ne peut pas se faire au détriment de l'avenir de ce pays. Alors ceux qui jouent leur dernière carte, est-ce que ça veut dire que des jeunes comme vous se positionnent pour les échéances? On aura peut-être un scoop là dans la salle, non, Monsieur le ministre? La nouvelle génération, est-ce qu'on s'attend à des surprises? J'ai été en tout cas dans ma famille politique, j'ai été l'une des voix qui a pris la parole et qui a analysé donc, le phénomène qui s'est passé au Sénégal. L'une des caractéristiques de nous, les Ivoiriens, c'est d'avoir une approche très caricaturale et simpliste donc, des choses. Je dis au Sénégal, Diomaye n'est pas devenu président parce qu'il était jeune. Sonko aurait pu être président. Diomaye est devenu président parce que lui, Sonko et le PASTEF étaient porteurs d'un vrai projet dans lequel les populations adhéraient. Ils n'ont pas regardé là, ils n'ont pas voté qui a 60 ans, qui a 40 ans, etc. C'est un accident. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on incarne en termes de projet. Et donc, on peut avoir des présidents de plus de 80 ans, comme des présidents de 40 ans, qui sont porteurs de projets. Malheureusement, dans le débat public dans notre pays, c'est une question d'individus.
Lorsqu'on sortira des individus et qu'on arrivera à concevoir des projets, des programmes, et qu'on aura des débats, en ce moment, les personnes n'importent. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Sonko, qui était le leader charismatique au Sénégal, alors qu'il avait été empêché d'être candidat, mais comme le projet était plus important que sa personne, il a choisi son numéro 2, qui était quasiment inconnu. Combien d'acteurs politiques ivoiriens sont prêts à respecter la loi? Parce qu'on me dit, je mets le pied dans le plat. On me dit, oui, il faut que les élections soient inclusives en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'inclusivité d'une élection? Mais il faut qu'on ait le débat. Est-ce que l'inclusivité d'une élection, c'est la participation de personnalités ou bien c'est la participation de courants politiques bâtis autour de projets? Le Sénégal est un pays miroir pour nous. Sonko dit, oui, j'étais le leader le plus charismatique de l'opposition. J'ai été arrêté, mis en prison, injustement, selon lui. D'abord pour une affaire donc, de filles violées qui n'a pas prospéré. Ensuite pour une affaire de diffamation contre le ministre du Tourisme. C'est assez léger. Tous les jeunes du Sénégal étaient mobilisés autour de moi. J'aurais pu mettre ce pays à feu à sang. Mais comme j'étais porteur d'un projet et que ma personne n'est pas la chose la plus importante, je prends mon numéro 2. Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye. Et puis le plus important, c'est notre projet. La loi m'empêche, mais la loi n'empêche pas mon parti. Donc si on veut l'alternance, si on veut l'inclusivité, c'est la participation de tous les partis politiques à une élection. Donc si demain, le candidat du RHDP, qui s'appelle Hassan Ouattara, contre qui il y a une requête d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a une requête contre le président. Mais si le président venait être enlevé de la liste électorale parce qu'on estimait qu'il remplissait les conditions, mais il nous reviendra de choisir quelqu'un d'autre. Mais on ne va pas arrêter le pays. Et donc, il y a un vrai débat sur ce qu'on appelle donc, une élection inclusive. Il faut que certains acteurs politiques comprennent que la démocratie rime avec le respect de la loi, aussi dure soit-elle. Les compromissions n'ont pas fait avancer le pays. J'ai dit une phrase qui a choqué, mais en 30 secondes, je justifie. J'ai fait une conférence, j'ai expliqué que l'une des plus grosses escroqueries morales que nous avons eues dans ce pays, c'est de faire croire que la participation de tout le monde à une élection présidentielle était gage de stabilité. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Puisqu'en 2010, tout le monde a participé aux élections présidentielles. On a eu 3000 morts. Tous les acteurs majeurs ont participé, il y a eu 3000 morts. Et donc, si la participation de tous les acteurs majeurs peut paraître importante, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que ces acteurs aient la maturité politique, soient respectueux des institutions et des règles. Parce que si vous ne respectez pas les règles, même si vous participez demain, vous mettez tout le monde à une élection présidentielle, mais les mêmes contester encore ces résultats, nous plongez dans une crise post-électorale. Donc pour moi, je répète et je termine par là, le respect des règles. Il faut qu'on l'expérimente pour une fois en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Boga, les règles, la gouvernance, la transparence, les institutions. À entendre monsieur le ministre, on dirait que les règles sont plutôt bien établies, équitables, s'appliquent à tout le monde de la même manière. Vous êtes un observateur fin de la vie politique ivoirienne. Deux questions. De votre posture d'un acteur important des droits de l'homme, est-ce que vous avez observé une évolution positive de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, notamment par rapport aux faits politiques, aux opinions politiques et à l'expression politique, de manière générale? Ça, c'est un. Et deuxièmement, quand j'écoute le préfet et le ministre, il y en a un, j'ai l'impression que l'indicateur est rouge, le feu est rouge, l'autre, le feu est vert. Il y a peut-être un feu orange quelque part. Donc, dites-moi si la compréhension qu'on doit avoir de la situation par rapport à votre expérience et au fait que, justement, vous disiez plus jamais ça, et les Ivoiriens ne veulent plus vivre jamais de crise comme celle qu'ils ont vécue. Si le feu est rouge, vert, orange, et si la situation des droits politiques, des droits humains a connu d'évolution en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier. Et puis remercier M. le PDG de Bloomfield Intelligence qui nous convie à cet atelier. J'ai beaucoup apprécié l'audace qu'il a eue de nous faire parler du risque pays Côte d'Ivoire.
parler même de risque pays, c'est, je l'ai dit, faire preuve d'audace au regard du contexte. Parce que généralement, ce que j'observe avant d'en arriver à vos questions, c'est que dans notre pays, désormais, nous qui sommes revenus d'exil, avec ce que je constate, on ne doit pas trop parler des risques, puisque le pays va bien, en fait. Donc même oser parler des risques, c'est risquer toi-même, ta propre vie. Ouais. Et donc, il a été audacieux, je le salue. Et je me réjouis du fait que le gouvernement soit présent. Ce qui témoigne de ce que nous sommes tous patriotes. Ça aussi, c'est un élément que je voudrais relever. Parce que généralement, je ne comprends pas ma génération, en tout cas on parle des jeunes générations, etc. Lorsqu'on entre au gouvernement, on se croit plus patriote que les autres. Quand les autres critiquent, c'est que ce sont les déstabilisateurs, les fossoyeurs de la République. Et puis nous qui sommes au pouvoir, on veut protéger la République. Je pense que ce n'est pas juste. Tout Ivoirien, tout ce que nous faisons là, en étant ici là, c'est contribuer au mieux-être de notre pays. C'est par amour pour notre pays qu'on a sacrifié notre nuit, notre journée pour être ici. Vous voyez, donc il faut que les gens comprennent qu'ils sont au gouvernement et nous sommes dans la société civile pour les critiquer, pour qu'ils améliorent leur gouvernance. Je tenais à le dire, que ça ne sert à rien de nous visiter ou de nous faire visiter après par des encagoulés, etc., pour tout ce que nous aurons à dire. Il me fallait le dire et je l'ai dit. Maintenant, j'ai envie de répondre rapidement, mais tout à l'heure, M. le ministre a sorti 2 éléments qui m'intéressent. Permettez que je dise un mot là-dessus. Premièrement, sur la question de la CEI. Je pense que, et ça c'est une pratique de la CEI, mais qui, au fond, n'est pas cohérente. Vous demandez à un parti politique de vous désigner un représentant. Quand il va, il prête serment, et selon le principe interne à la CEI, il ne répond plus de son parti politique. Mais ça, ce n'est pas réel, ce n'est pas pratique. Et puis, ce n'est même pas faisable. Nous, en société civile, on a toujours estimé, depuis que la CEI a été mise en place depuis longtemps, que les politiques étant en compétition, il faut laisser la commission à des experts, à des techniciens, à des gens qui n'ont rien à voir avec l'élection, qui ne sont pas en compétition. Depuis le président Laurent Gbagbo, ça a été battu en brèche. Toute la classe politique s'est mise ensemble pour balayer cela du revers de la main. Aujourd'hui, nous en payons les frais. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc pour moi, aujourd'hui par exemple, le PPACI et le PDCI disent qu'ils se retirent. Même si celui qui est là-bas, il a prêté serment, mais on voit que dans la symbolique, le PDCI n'y est plus. Le PPACI n'y est plus. Même si ce monsieur, cet individu-là vous fait du bien, pour dire qu'il est quand même là, mais il ne répond plus du parti. Donc parce que j'ai participé au dernier dialogue politique, dès que je suis arrivé d'Europe, on a participé au dernier dialogue politique. Ce sont des recommandations que nous avons faites pour que le PPACI qui venait de naître rentre à la commission. Donc M. Demba Traoré est rentré, mais qu'il ait prêté serment ou pas, il répond de ce parti-là. Deuxièmement, sur la question de l'inclusivité. Le ministre a dit quelque chose qui est vrai. L'inclusivité, c'est la participation. Il a mis l'accent sur les partis politiques. Mais il faut mettre l'accent sur la participation de tous les citoyens du pays qui se sentent dans les capacités de briguer la magistrature suprême de leur pays doivent pouvoir le faire. Il dit qu'il faut qu'ils répondent aux règles, il faut qu'ils respectent la loi, etc., etc. Or, le constat que nous faisons, c'est que l'exclusion ou le retrait de ces personnes-là de la liste électorale est problématique et discutable. Tenez-vous bien, cher ami, tout à l'heure, M. le ministre a dit que l'ambassadrice des États-Unis n'est pas encore là. Mais si on était en Afrique, Donald Trump ne serait jamais président aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez vu les procès qu'il y avait contre ce monsieur? Tous les procès. Mais si vous regardez au fond, moi, la leçon que j'ai retenue lorsque Mme l'ambassadrice nous a invités à sa résidence, c'est que la justice, là, on la rend au nom du peuple. Le peuple, dans sa majorité, à travers des sondages, veulent la candidature d'un tel monsieur. Alors, qu'est-ce que la justice a fait? Elle a marqué le pas. On passe l'élection présidentielle. Je suis sûr que si Donald Trump n'avait pas été élu, il serait aujourd'hui en prison. Mais la justice a marqué le pas. Non pas qu'elle a abandonné, parce que c'est la voix du peuple qui est suprême. La démocratie, là, elle a des principes, elle a des règles. Donc je voulais le dire sur la question de l'inclusivité. On peut en débattre, je vois qu'il voudrait bien qu'on en débatte. Je suis prêt pour qu'on y revienne. Mais je termine, pour revenir sur votre question. Les droits de l'homme
dans aucun pays ne sont respectés à 100%. On va souvent aux États-Unis, je vois. George Floyd, c'était aux États-Unis. Grave violation des droits de l'homme. En France, on viole aussi les droits de l'homme. On a vu les gilets jaunes qui sont sortis à un moment donné. Bon, donc les droits de l'homme, c'est un idéal qu'aucun pays ne peut se targuer de respecter à 100%. Mais ce qui est dramatique en Afrique, c'est la banalisation de l'être humain. Alors que dans la Constitution de Côte d'Ivoire, l'article 2 dit que la personne humaine est sacrée, mais on banalise l'être humain dans notre société. On fait les politiques, non pas pour l'homme, mais pour soi, contre l'homme lui-même. On regarde les infrastructures, regardez la Côte d'Ivoire comme elle est belle, mais les individus, leurs droits individuels. C'est ce qui est dramatique dans l'affaire. Vous me dites, est-ce que le feu est jaune parce que je vais chuter par là, puisque je ne vais pas la monopoliser davantage? Est-ce que le feu est rouge, jaune et vert, etc. Moi, je vais être carré. Nous avons vécu la pire crise post-électorale dans le monde entier. Mais qui sommes-nous pour ne pas nous servir de ce que nous avons vécu pour préparer l'élection de 2025 qui arrive? J'ai l'impression que les mêmes ingrédients sont encore réunis. La même liste électorale. Mais ça gêne qui? Si on la dépoussière aujourd'hui, ça gêne qui? Avec notre propre argent. Vous êtes au pouvoir, on vous a confié notre argent. Nous, on dit, oui, on vous a confié notre argent. Parce que c'est pour nous, nos impôts. Bon, nous, on dit que la liste là, on va la dépoussiérer. Vous dites, non, mais vous cherchez la petite bête. Nous, on dit, on va faire la RLE. Monsieur ne dit pas le respect de la loi, mais c'est l'article 6 du code électoral qui demande que chaque année, on fasse une révision de la liste électorale. Et puis quelqu'un dit, moi, je ne vais pas la faire. Et puis vous êtes content. Est-ce que ça prépare une élection tranquille en 2025? Pour le moment, je m'arrête là et j'ai dit. Merci. Merci, M. Boga. Monsieur le ministre voudrait réagir. Non, je vais réagir. Avant que je ne passe la parole à... Non, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ce qui est dit. On est tous contemporains, on suit tous l'actualité. Fait penser que la justice américaine serait instrumentalisée par les politiques, ce n'est pas vrai. La justice américaine a eu son agenda. Et je peux vous dire qu'au moment où Donald Trump devient président de la République, il est président de la République lorsqu'il y a un procès. Ce que la justice a fait, c'est de suspendre. Il a été condamné en tant que président de la République. Et la justice américaine a suspendu l'application de cette décision. Elle ne s'est pas arrêtée quand il était candidat, donc ce n'est pas vrai. Elle a poursuivi son agenda, elle n'a pas tenu compte de l'agenda politique. Je rappelle aujourd'hui que Marine Le Pen fait l'objet d'une condamnation en France. Je rappelle que François Fillon, en pleine campagne présidentielle en France, alors qu'il était candidat aux primaires, a fait l'objet d'une procédure judiciaire, etc. Je dis, il faut qu'on accepte, nous. On ne peut pas venir dans des forums demander donc le renforcement des institutions de la République, etc. Et en même temps vouloir faire des compromissions sur donc, le respect strict des règles. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai de dire que, et ça je ne peux pas laisser passer, que une personnalité émanant d'un parti politique qui intègre une instance doit toujours rester dépendante de cet instant, enfin du parti politique, indépendant des règles. Mais la règle n'est pas postérieure. Avant que les représentants du FPI, du RHDP ou du PPACI n'accèdent donc à la commission électorale indépendante, les règles étaient claires. C'est-à-dire que celui que vous désignez, dès qu'il intègre, il échappe à votre parti. Mais aux États-Unis, vous savez tous qu'à la Cour suprême, c'est souvent donc, des personnalités proches des républicains ou des démocrates qui sont nommés. Mais la loi dit que quand vous êtes à la Cour suprême, vous devenez donc au-dessus, vous êtes au-dessus de vos contraintes, de vos contingents politiques. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Vous nous demandez de bâtir des États de droit avec des personnalités, même si elles ont des convictions politiques, qui peuvent s'élever pour l'intérêt général et en même temps vouloir toujours avoir au sein de certaines institutions donc des gens qui sont assujettis à des partis politiques. Il faut savoir ce que vous voulez. Troisième élément, il n'y aura pas d'encorgoulé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais un état de droit, c'est aussi la responsabilité. Je m'excuse. Tu as été un acteur majeur de la CNT en 2020. Tu as appelé à la désobéissance civile. De la CNT? Non, monsieur le ministre, je vous inscris en faux. Non, je termine, tu pourras me contredire. D'accord. Tu as appelé à la désobéissance civile. Tu as appelé à des actions contre les institutions de l'État. Tu es membre, tu es de la société civile, c'est comme ça que tu as été présenté. Mais on sait tous ton accointance avec l'opposition. Il y a aussi
donc un débat à avoir avec nos acteurs de la société civile. Qui est la société civile? Est-ce que les acteurs de la société civile ne sont pas le prolongement des partis politiques que nous sommes? Donc il faut qu'ils assument aussi, il doit y avoir un débat sur ceux qui se présentent dans des forums comme société civile, alors que la nuit, ils sont avec les politiques en train de faire de la politique. Le débat a besoin de clarté. Et moi, je suis venu ici aujourd'hui pour qu'on se dise la vérité. Et il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes un pays en pleine construction. Et je n'ai jamais dit que tout est vert. Si vous avez écouté mon introduction, je dis que je suis confiant pour l'avenir. Mais au regard des discours qu'on attend, il est tout à fait normal que des populations s'inquiètent. Et j'ai rappelé que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Les élections aux États-Unis ont inquiété. Il y a eu des morts. À l'élection précédente, dans des bureaux de vote, il y a eu des tirs à armes de feu aux États-Unis. La plus grande démocratie au monde. En France, on a vu les violences, etc. Au cours des élections présidentielles, il y a des peurs. C'est comment faire en sorte que toutes ces peurs exprimées ne dérivent pas à des drames tragiques tels que le préfet vient de le dire. Et pour ce faire, pour moi, ce n'est pas un problème d'institution. Aujourd'hui, on a des tests qui mettent en place des institutions, etc. Il revient aux acteurs de respecter les règles. Il parle de la commission électorale indépendante de la liste électorale. On a fait une révision de la liste électorale. Vous demandez l'application stricte de la loi avec une révision annuelle de la liste électorale. Mais la loi ne dit pas que la révision doit forcément avoir lieu avant l'élection présidentielle. Mais c'est quand vous voulez conditionner cette révision de la liste électorale à l'avant-élection présidentielle que vous avez un agenda politique. Parce que la commission électorale indépendante pourrait bien appliquer la loi en faisant la révision au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, contentez-vous de demander une application de la loi avec une révision annuelle. Mais quand vous exigez avant la présidentielle, alors que techniquement ce n'est pas possible, mais vous avez un autre agenda. Quand cette liste électorale a été élaborée de concert avec tous les partis politiques, quand vous avez dit aux Ivoiriens qu'il y a 6 millions d'anomalies sur la liste électorale, et que pour les requêtes ouvertes, le contentieux, il n'y a que 12 000 requêtes émanant donc des Ivoiriens, des partis politiques, on peut s'interroger. En réalité, ce qui pose problème, c'est l'agenda politique des gens qui veulent être président de la République. Et qui veulent être président de la République et qui sont, quand ça les arrange, qui demandent l'application de la loi. Donc là, c'est l'article 6. Mais quand la loi n'est pas en leur faveur, ils demandent donc des compromis politiques. Donc moi, pour une fois, je ne suis pas opposé à des compromis politiques. Aucun acteur politique ne pourra vous dire que le pays doit avancer sans compromis politique. Mais un compromis politique dans le strict respect de nos institutions et de nos règles. Et je dis que 2025 sera un tournant décisif. Merci, voilà. monsieur le ministre. Monsieur Bouga, je reviendrai à vous. Non, mais pendant qu'on y est, excusez-moi, monsieur le modérateur, parce qu'au-delà même du débat, monsieur le ministre m'a attaqué personnellement. Souffrez. Enfin, effectivement. Non, ce n'est pas une attaque, c'est une information. Et vos déclarations sont publiques. Chacun peut prendre son smartphone, taper votre nom et on verra vos déclarations. C'est public. Monsieur le ministre. Monsieur le modérateur, je voulais dire à monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui... Monsieur Bouga, non, juste pour des raisons de clarification et pour qu'on s'entende en fait. Hein. C'était une discussion vraiment très ouverte et très franche, mais pour pas que vous monopolisiez de la parole, faites rapidement votre réponse pour que monsieur Dion puisse s'exprimer. Oui, non, juste pour dire, je suis en procès parce que ce que monsieur le ministre vient de dire là, c'est pour ça que le procureur m'a convoqué et on m'a placé sous contrôle judiciaire. J'ai l'impression d'entendre le procureur même aujourd'hui. Parce qu'en fait, à la vérité, c'est cela. Il me dit, docteur Bouga, on le sait, vous êtes membre du CNT. Je n'ai jamais appartenu au Conseil national de transition que présidait M. Bédier. J'étais en exil. J'ai toujours critiqué le pouvoir d'Abidjan sur des questions précises, en 10 ans. Parce que les questions, ce qu'il dit là, la juge d'instruction m'a posé la même question. On a feuilleté toutes les vidéos. Les membres du CNT là sont connus, leur gouvernement a été rendu public. Comme le ministre de mon pays, autorité de mon pays vient me dire que j'étais membre du CNT et que les nuits, je complote. Écoutez, dans aucun pays du monde, heureusement nous avons tous voyagé, la société civile est interdite de parler avec qui elle veut. C'est en Côte d'Ivoire que le président de mon pays a pris une ordonnance le 12 juin 2024 pour dire que désormais, les organisations de la société civile ne doivent plus parler avec l'opposition. C'est pas vrai. Vous voyez? Et, bon,
souffrir. Boga, Vous allez souffrir. Concluez, Et donc, pour ne pas qu'on fasse le débat sur le plan judiciaire. Et donc, voilà, donc je voulais vraiment le dire. J'aimerais entendre M. Dion. Je voulais vraiment le dire parce que c'est une accusation assez grave. Et moi, je l'ai dit d'entame. J'ai dit que je viens à ce débat pour contribuer à mon pays, mais je ne viens pas pour que des encagoulés me visitent après. Justement, alors, comme vous avez utilisé le terme, on espère qu'il n'y aura pas d'encagoulés chez vous ce soir, hein, ni chez eux. Monsieur Dion, en fait, je voulais vous entendre. Parce que, si vous voulez, quand on vous entend, monsieur le ministre a dit, on se parle. Il parle à Blé-Goudé, il parle à Si, mais j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Parce que se parler, s'entendre, c'est deux choses différentes. Et on est en train de reproduire cela sur le panel. Et monsieur Dion, la société civile, c'est nous tous ici, quelles que soient nos opinions politiques, nos activités professionnelles, nous sommes la société civile parce que nous sommes tous des citoyens. Aujourd'hui, lorsque vous observez l'évolution du débat politique, la préparation de ces élections, qui, a priori, les signaux ne sont pas très encourageants, même si le ministre dit qu'il y a beaucoup d'espoir, comment la société civile peut se positionner pour redevenir l'acteur qui stabilise finalement ce débat général, cette ambiance politique qui peut se dégrader assez rapidement? Comment la société civile peut jouer ce rôle aujourd'hui de juge de paix quasiment dans cette espèce de brouhaha qui commence à s'installer, M. Dion? Parce qu'il nous faut du calme. Bon, c'est une question dure pour lui, mais... Et il nous faut assez de calme. Zézé disait tout à l'heure que le plus important, c'est comment poser le problème. Et il faut bien poser le problème. Il n'a pas échappé à Didier que je suis philosophe. Donc un peu rêveur. C'est pour cela que je m'accroche un peu à la société civile, dont je me réclame, surtout pour ne pas être prisonnier de l'esprit de camp et de clan. Parce que souvent, la vérité du parti est toujours une partie de la vérité. Que voulons-nous? Nous qui sommes ici, assis, et ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu avoir accès à cette salle, parce qu'il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait 30 millions de personnes ici. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Notre vision, c'est quoi? Quel pays nous voulons bâtir? Une nation unie? Une terre d'espérance? Comme on le proclame dans notre hymne national, qui est la boussole de notre action? Si oui, quand on a défini cet horizon, comment on fait pour y aller? Moi, je souhaite que mon pays développe une culture d'excellence. Et dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine économique, où on vient de vanter ici le travail extraordinaire qui est fait. Pas seulement dans le domaine sportif ou culturel, où nous sommes très avancés. Mais surtout et peut-être d'abord dans le domaine politique, parce que c'est le fondement politique qui détermine tout. Culture d'excellence, culture d'impact, au point où on ne devrait plus dire que le Sénégal est pour nous un modèle. Mais il faut que le Sénégal dise, c'est la Côte d'Ivoire qui nous indique l'horizon et la lumière. Et pour que demain les Sénégalais se disent, faisons comme la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous sommes censés faire? Vous, les entrepreneurs et les hommes d'affaires, je vais paraphraser un auteur que j'aime bien, Machiavel, il dit que c'est vous qui savez qu'entre les obstacles et les opportunités, il n'y a que très peu de différence parce que vous savez transformer les obstacles et les opportunités en avantages. 2025, c'est un tournant décisif, on est d'accord. Rien qu'à entendre les discours, rien qu'à voir comment l'atmosphère politique est en train de se caïniser. Chacun est un Caïn qui cherche la mort de son frère, qui cherche à l'éteindre. Alors cette caïnisation de la vie politique-là, mais ça nous interroge. De sorte que, je pense que ce n'est pas l'absence de
crise qui peut garantir la stabilité, c'est notre capacité à comprendre la crise et à traiter la crise avec intelligence et efficacité. Comment les Ivoiriens veulent-ils sortir de ce cycle pour qu'il n'y ait plus cet éternel recommencement qui fait que tous les 5 ans, chacun se prépare à fuir ou à subir, ou à faire souffrir ou à souffrir. Comment on en sort? Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas du destin, ça dépend de la saine communication. Vous dites on se parle et on ne s'entend pas. Donc on ne se parle pas. En réalité, c'est des confrontations de monologues, on ne dialogue pas. Dialoguons. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je pense que 2025 est un moment important. Est-ce qu'il y a crise? Je ne sais pas. Mais la crise n'est pas seulement quelque chose de négatif. La crise dit qu'il y a un instant critique, mais la crise dit en même temps qu'il y a un moment opportun. C'est pourquoi, et je vais terminer sur ça, les Grecs disent qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'opportunité, Kairos. Quand il passe, ce Dieu qui n'a qu'un peu de cheveux sur la tête, ou bien vous ne le voyez pas et il passe, ou bien vous le voyez et vous ne vous occupez pas de lui et il passe, ou bien vous savez que c'est le moment opportun et vous le saisissez par les cheveux. Et je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens saisissent Kairos par les cheveux pour que cette nation devienne enfin une nation d'espérance. Effectivement, c'est vraiment tout le mal qu'on se souhaite à tous. Et je vais me tourner vers le préfet Vincent. À l'entame de votre introduction tout à l'heure, vous indiquiez ces signaux inquiétants. C'est comme s'il y a une crise de confiance, honnêtement. Hein. Quand je nous entends, il y a un éléphant dans la pièce, effectivement, et aujourd'hui, ces signaux un peu rouges hein, que vous nous indiquiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on les contourne? Parce que nous sommes à quelques mois de l'élection. Et si le débat continue tel qu'il se fait, les actions devant les tribunaux et les histoires de nationalité, les histoires de légitimité, bref, c'est relativement... Le ministre sourit, effectivement. Comment on fait pour contourner ces feux rouges que vous nous avez indiqués, monsieur le préfet? On a l'avantage en Côte d'Ivoire d'avoir des partis politiques qui ont tous exercé le pouvoir d'État. Et ça, c'est un avantage pour un pays. C'est pour cette raison qu'il faut soutenir la solidité de nos partis politiques. On a aujourd'hui dans le RHGP, avant le RHGP, le RDR, qui a exercé le pouvoir d'État avant de devenir, avant de transformer la coalition en un parti politique. Avant le RHGP, on a eu le FPI de l'époque, qui a exercé le pouvoir d'État. Avant le FPI, on a eu le PDCI, qui a exercé pratiquement 3 ans, au Fauboigny, Bédier, et puis en partie Guy Robert. Donc on a des gens qui ont une expertise dans la gestion des affaires supérieures de l'État. Malheureusement, tous les pouvoirs, disons les 3 grands partis politiques, ont pratiquement commis la même erreur dans la gestion de la démocratie. Et on se demande si chacun des blocs est vraiment volontaire pour bâtir une démocratie en Côte d'Ivoire. Sur le PDCI, on sait ce qui s'est passé, il y a eu tous les abus, c'était le parti unique. Il y a eu beaucoup de coups d'État, de tentatives de coups d'État, de complots ici et là. Il y a eu des gens qui sont partis en exil, qui sont revenus. Sous le FPI également, c'était une période d'instabilité où on sait qu'il y a eu beaucoup de situations qui sont aujourd'hui dénoncées. Et sous le RHGP, il y a des rapports récents qui montrent également qu'il y a eu des dysfonctionnements. Donc on a des situations qui sont là, mais c'est dû à des éléments très simples. Et comme vous voulez des réponses concrètes, nous avons aujourd'hui 4 ou 5 niveaux sur lesquels nous devons prendre action. Le premier niveau, c'est le niveau de notre constitution. On a eu une nouvelle constitution depuis 2016, mais personne ici ne peut dire exactement quelles sont les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Ou bien des sous-entendus ou malentendus dans la loi. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un moment où la Constitution doit pouvoir être suffisamment claire pour éviter des débats d'interprétation en juriste. Et ça, si on ne le fait pas, chaque année, on aura encore ces mêmes problèmes. Il faut qu'on toilette, il faut qu'on revoie, il faut qu'on se mette d'accord sur des éléments très clairs, parce que la Constitution, c'est la base de la vie d'une nation. Et aujourd'hui, toutes les interprétations, tout le débat politique tourne autour de certains éléments que vous savez. Deuxième élément, ce sont les lois, notamment la loi électorale. Il y a des éléments dans la loi électorale qui sont aujourd'hui rejetés par certaines parties.
Et notre loi électorale elle-même est la modification en plusieurs temps d'une loi qui existait, à tel point que vous avez aujourd'hui la loi électorale, des sections de la loi électorale dans différents manuels, mais c'est difficile d'avoir la loi électorale en document unique de l'article 1 à l'article, je ne sais pas, 189 ou 201. Donc il y a eu beaucoup de modifications. Donc arrivons également à faire le même travail que dans la Constitution, pour avoir une loi électorale autour de laquelle on est d'accord, un débat par nos représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale, et pour arriver à se mettre d'accord sur tous les éléments qui sont susceptibles de créer des éclatements. Troisièmement, c'est la commission électorale. La commission électorale, il y a tout le débat, le ministre l'a dit tout à l'heure, concernant l'engagement que les gens ont pris de travailler au sein de la commission. Le professeur Simplice Dion l'a suggéré, et Bouga Doudou l'a dit. Notre commission électorale... Pardon? Oh, que Dieu me pardonne. Bouga Sako. Que Dieu me pardonne. Bouga Sako l'a dit également. Et donc, la commission électorale fait l'objet de discussions. Et pour mon expérience personnelle, à partir du moment où une question devient objet à polémique, on ne se pose pas de questions sur l'opportunité de changer, on change. C'est ça. Parce que si les gens ne sont pas d'accord, il y a un problème. Il y a des pays, moi j'ai été dans des pays où on vote sans carte d'identité. Un pays comme l'île Maurice, tout le monde se connaît. Tu arrives, sans carte d'identité, on n'a pas besoin de chercher parce que il y a dans la tête, oui, dans la tête, on ne dit pas de faire ça en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous saurez. Un pays comme Djibouti, tout le pays fait 150 000 électeurs. 150 000 électeurs, ce n'est même pas même la moitié du nombre d'électeurs de la commune où nous sommes actuellement. C'est même pas même le cas de Yopougon, il y a 505 000 électeurs. Donc, quand il y a un problème, il faut le revoir. Et la commission électorale aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de discussions partout. Mais ce n'est pas le président Cubier qui est en cause. Ce ne sont pas les membres de la commission électorale. C'est l'histoire de la commission électorale qui apprête à ce genre de sujet. Notre première commission électorale, elle a organisé un référendum en 2 jours. Il y a eu une sorte de désordre 17 et 18 juillet 2000. Et il y a eu un référendum sur lequel on avait, et c'était l'objet de tensions. C'était la COSU. La COSU est réunie CEI avec Honoré Guier. Et le jour de la proclamation des résultats, puisque je faisais partie de cette commission, les militaires sont venus nous prendre, ils ont attrapé le président Honoré Guier. Donc la commission électorale avec une crise. Et il y a eu l'appel à la violence dans les rues, il y a eu de nombreux morts dont j'en parlais. Donc la CEI a posé un gros problème déjà de crédibilité. Et le président Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur. Et le président Gueye Robert est parti, vous savez, chassé par l'armée, par la rue. Donc déjà la deuxième CEI a eu ses problèmes. La troisième CEI, c'est celle de Camille Gueye qui n'a pas eu le temps de travailler. Et bon, qui a travaillé un peu sur quelques élections. Le président Camille Gueye est décédé. Et la quatrième CEI, c'était le Premier ministre actuel, le Premier ministre Buremangé. Il y a une grosse crise en Côte d'Ivoire qui a fait que le président Laurent Gbagbo a dû, ou alors la situation politique, a dû limoger celui qui est aujourd'hui le Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui était président de la commission électorale. On a dû le limoger, le mettre au district d'Abidjan, sous la base d'un malentendu sur 600 000 électeurs qui étaient présents sur la liste électorale, pour certains indûment, pour d'autres justement. Et donc le compromis a été fait de geler la participation de ces 600 électeurs et de nommer un autre président de la commission électorale qui s'appelle Yusuf Bakayoko, lequel Yusuf Bakayoko n'a pas pu proclamer les résultats pour une crise devenue mondiale et qu'il a fait au Golfe. Après Yusuf Bakayoko, on a eu le président Cubier qui est venu, donc la légitimité et la représentativité a été contestée par certaines personnes, lequel Cubier a organisé des élections de 2020 qui ont été contestées par des gens avec un résultat que les observateurs et les autres ont contesté. Donc, la commission électorale qui est là est le résultat de toute la méfiance de l'histoire d'une commission. Quand une commission craigne tant de passivité, il y a un moment où même son aura, son esprit devient négatif, il faut penser à faire quelque chose. Et tant qu'on voit la commission dans cette forme-là, on a toujours des problèmes. Nous avons fait une commission à partir de Marcoussis sur la base de la représentation des partis politiques, parce que c'était les partis qui étaient en conflit. Il était normal que les partis politiques soient dans la commission pour surveiller, parce que ce sont les partis, les formations politiques qui étaient en compétition. Mais est-ce que cette réalité qu'on avait au sortir de Marcoussis, est-ce que cette réalité tient aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer à avoir une commission électorale avec des partis politiques qui se tailladent, qui se découpent, qui se suspectent? Parce que le moment n'est pas venu aujourd'hui de remettre en cause. Et dernier élément, c'est tout l'environnement de liberté dont on a parlé, mais également toute cette méfiance qui est sous ce jeu politique qui se joue aujourd'hui, avec des attaques ici et là, avec des agressions ici et là, des attaques entre partis politiques, entre leaders politiques, et même au sein des formations politiques, vous le savez, de leadership ici et là. Donc tout cela demande que nous prenions des mesures très claires. Sinon,
on va continuer inéluctablement à foncer dans le mur, à créer des crises, à acheter des sacs de riz à chaque élection présidentielle, à acheter des piments, à avoir des deuxièmes résidences, à payer des billets d'avion pour aller s'asseoir à Dakar ou à Accra, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, et puis de revenir ici en novembre quand tout sera prêt. Il faut réellement que nous prenions action. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, alors, quand on entend le préfet, a priori, on ne peut qu'être d'accord, parce que le constat qu'il fait est relativement clair. La question qu'il pose, quand on voit qu'il y a autant de tensions, autant de points de vue aussi contradictoires, autant de gens qui s'opposent sur des choses aussi fondamentales que la Constitution, le Code électoral, la CEI, je crois qu'on dit, bah la terre, non, il y a une expression, on dit, bah la terre, allez les amis, on se retourne autour de la table pour voir comment on prépare l'avenir sereinement. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire ce que le préfet est en train de faire? Ou c'est peut-être déjà en train d'être fait. Ou vous dites, non, la loi fonctionne bien, le code électoral, on s'est entendu là-dessus, on y va, et on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même, ce qu'il dit me semble avoir une forme de rationalité. Quoi. Alors, je voulais te rassurer, hein, aucune loi n'est parfaite. Et la démocratie, c'est une dynamique. Et elle se consolide en tenant compte des expériences qu'on a au fur et à mesure, on en tire tous les enseignements et on évolue. Donc, je voudrais dire que l'histoire de la Commission électorale indépendante, je suis totalement d'accord, hein, avec, c'est factuel. Mais je reviens à ma position de départ. Le problème, ce n'est pas nos institutions. Le problème, ce sont les hommes, les acteurs politiques. Parce que tout ce qui a été dit, toutes ces commissions électorales, jusqu'à maintenant, ça fait l'objet d'un consensus total, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Tous les acteurs étaient d'accord. Les mêmes acteurs qui sont d'accord contestent juste après. Nous avons fait le dernier dialogue politique. J'étais aussi membre du dialogue politique. J'ai participé à tous les dialogues politiques depuis 2017. Au dernier dialogue politique, on a posé des postulats. Je me permets de trahir ici peut-être un devoir de réserve parce que c'est important que les gens comprennent. Lorsqu'on se retrouve au dialogue politique, mais la séance a failli s'arrêter à la première séance. Entre une opposition qui considérait que Ouattara n'était pas légitime et qui n'avait pas gagné les élections en 2020, et nous qui estimons que c'est le préalable à toute discussion. Mais pourquoi vous dites, si vous ne nous reconnaissez pas, donc il n'y a plus de dialogue politique, on se lève et on rentre. On a passé des heures, pour que l'opposition vienne reconnaître, enfin, les résultats des élections de 2020. De 2010, pardon, c'est pas 2020, de 2010. Ensuite, toutes les institutions qui incarnent notre pays. Et à partir de là, le dialogue s'est ouvert. En ce moment, oui, on est légitime à discuter avec vous et pour échanger sur toutes sortes de questions. Au cours de ce dialogue, la question de la représentation du courant de Laurent Gbagbo s'est posée, puisqu'il n'avait pas de député à l'Assemblée nationale. Il a été recommandé donc, de faire donc, une exception pour leur permettre d'intégrer la Commission électorale indépendante. Ce qui a été fait. La composition de cette Commission électorale indépendante, je rappelle déjà en 2020, il y avait donc la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme qui avait demandé un rééquilibrage de la Commission électorale indépendante. Le gouvernement a pris des initiatives. La Cour africaine a réagi pour dire que les modifications qui ont été faites par le gouvernement vont dans le sens d'un rééquilibrage de la Commission électorale indépendante. Je rappelle en 2020, puisque vous parlez d'élections inclusives, en dépit de tous ces efforts, on a un calendrier électoral. Le président Répondant Bédié n'a jamais été exclu d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sa candidature a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Afim Guessa a eu sa candidature acceptée par le Conseil constitutionnel. Mais en dépit de tous les compromis, de toutes les évolutions, mais ils ont décidé de façon délibérée de boycotter les élections. Non, je le dis parce qu'on peut rester sur les institutions, mais il faut qu'on suive ces acteurs politiques qui n'acceptent les règles que quand ça les arrange. Je ne mets tous les dents. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des acteurs d'un côté. Non, je ne mets tout. Il faut qu'à un moment donné, et je parle pour nous tous, aucune loi n'est parfaite dans aucun pays au monde. Mais la loi, c'est la loi. Il faut qu'on l'accepte, qu'on la respecte. Et on a les mécanismes pour faire changer cette loi. Le processus électoral actuel
elle est l'émanation de consensus et de lois. Mais ce n'est pas en plein processus qu'on va changer la loi pour faire plaisir à des acteurs politiques. Je peux comprendre que le débat s'engage, je peux comprendre qu'il y ait des dynamiques. On ne va pas dissoudre la commission électorale là. Parce que dissoudre la commission électorale, ça veut dire quoi? Prendre le risque de ne pas avoir des élections dans le délai constitutionnel. Ce qui n'est pas de renforcement de nos institutions. Parce que certains politiques veulent qu'on ait une transition. En fait, c'est l'EIT, c'est-à-dire ouvrir un dialogue politique, aboutir à une transition, et on rentre donc dans l'expectative. Ça ne se passera pas, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, oui, il faut dialoguer, oui, il faut discuter, mais dans le strict respect de la Constitution. Et c'est comment est-ce qu'on allie les deux? Donc, il y a des débats, certainement, qui vont se poursuivre même après la présidentielle. La Côte d'Ivoire est une démocratie en construction. Mais certains proposent aujourd'hui qu'on épluche du Conseil de la Commission électorale indépendante tous les acteurs politiques, parce qu'ils ont souvent démontré leur mauvaise foi. Et qu'il n'y ait que des acteurs de la société civile. D'autres disent, mais quel acteur de la société civile? Il y a des acteurs de la société civile conseil transpartisan. Mais il y a des acteurs de la société civile, Valérie Pluchéry, qui a tous les meetings du PPACI, qui se présentent comme société civile. Donc il y a un vrai débat. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui estiment qu'il faut revenir au ministère de l'Intérieur. Au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur. Au Ghana, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc il faut, en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut peut-être revenir aux institutions. Parce que c'est le manque de confiance en certaines institutions qui ont amené à la commission indépendante. Mais peut-être qu'il faut revenir donc aux institutions de la République. Donc je dis, et c'est par là que je voulais vraiment terminer, que pour moi, toutes ces polémiques sont le fait d'acteurs politiques qui n'ont de respect pour la loi que quand ça les arrange. Vous avez parlé d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. C'est bien beau de se victimiser. Certains, si je décide, moi, Mamadou Touré, d'être candidat à une élection locale dans le Haut-Sassandra, mais je connais les règles. Boga Sigori dit que tous les Oigouès devaient être candidats. Dans aucun pays au monde, toutes les populations ne sont... Boga Sako, toutes les populations ne sont candidates. On est tous des Ivoiriens, mais la loi dit qu'il faut avoir 35 ans. Donc ceux qui ont 34 ans, même s'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. La loi dit qu'il faut être Ivoirien à titre exclusif. C'est que si vous avez une autre nationalité, il faut renoncer à notre nationalité. Mais quand je sais que la loi m'empêche, quand je sais que je ne remplis pas les conditions de la loi et que je force quand même une candidature en espérant une compromission sur le taux de la loi, mais on a un problème. Donc le problème, ce sont les acteurs politiques. Et je veux dire qu'on parle, on s'entend. Hein? On n'est pas totalement d'accord sur tout. Je veux relativiser. J'ai 2 témoins dans cette salle, mais je peux citer d'autres. Oui, j'ai dit qu'Aïcha se parle sur toutes les questions importantes. Il est membre d'une organisation, ils ont leur position, nous avons notre position. Donc, on peut ne pas être d'accord sur l'approche. Mais on est d'accord sur une chose, c'est que ce pays doit être préservé. Donc, ce n'est pas un dialogue de sourds. Mais est-ce que tous les acteurs politiques sont dans cette dynamique? Est-ce qu'il y a la ligne rouge que de part et d'autre, on se dit qu'on ne franchit pas? Mais lorsqu'on n'a pas de limite et qu'on est prêt à franchir la ligne rouge, il y a un problème, Didier. Donc, les acteurs politiques, ce sont les mêmes acteurs politiques. Les acteurs politiques sont le problème de notre pays. Et je considère que 2025 marquera un tournant décisif. Et parce que quel que soit nos partis politiques, les acteurs que nous sommes, et je pense que cette conviction est partagée par beaucoup de personnes ici, il y a certains acteurs qui c'est terminé. Nous sommes dans les derniers soubresauts. Certains acteurs, c'est terminé. Et on va donner de la voix. Et il faut qu'on soit du PPAC, du RHDP, du FPX, il faut donner de la voix. Ils n'ont pas le droit de prendre en otage un pays par rapport à leurs intérêts personnels. Merci. Vous n'êtes pas un candidat, proposez quelqu'un de votre parti politique. Merci, monsieur le ministre. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais bien qu'on prenne 2 questions. Le préfet voulait faire une précision rapidement pendant que s'il y a 2... Je suis en partie d'accord avec monsieur le ministre et il parle du point de vue de quelqu'un qui anime un département ministériel important. C'est vrai ce que vous dites, monsieur le ministre. Il faudrait techniquement 3 ans minimum à la Côte d'Ivoire pour le mettre en place le processus électoral.
c'est-à-dire la liste électorale, mais avant la liste électorale, il y a la commission électorale, avant la commission électorale, il y a la loi électorale, avant la loi électorale, il y a la constitution. Pour pouvoir tout globaliser et mettre toute la couverture à la fois, il faut minimum 3 ans. Ce qui n'est pas possible. Parce que ça nous entraîne vers le chaos, une transition compliquée. Et au-delà de ça, on a une norme africaine, la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, interdit toute modification de loi ou d'institution à 6 mois des élections. Et vous avez raison. Ça, ce sont des situations qui sont là à l'avenir, puisque la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de réforme électorale. Nous faisons des changements de loi, mais pas de réforme, parce que la réforme suppose une large discussion avec toutes les populations, la société civile, les partis politiques, les institutions. On n'a jamais connu ça. On a des lois qui sont votées au Parlement. Une loi qui a été n'est pas forcément une réforme. Une réforme engage beaucoup de processus. Vous avez encore résolutionnisme. Mais ce que nous disons, c'est que quand le pays se trouve dans une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et que nous faisons le constat de risque sur le pays, on demande une volonté politique. Notre système politique veut que le président de la République et vous, le gouvernement, vous soyez les décideurs suprêmes du pays. Et on demande un geste vraiment d'apaisement pour que le pays ne soit pas. Vous avez raison. Mais on se trouve aujourd'hui dans une situation comme on l'était au temps de Babou VI, où on a pris la décision que tout le monde participe aux élections, mais il y a des situations compliquées. Et nous souhaitons aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, pour ne pas aller faire des provisions de sacrilège, de bonbons, de kit magique, on souhaiterait que le gouvernement prenne la décision de permettre une élection où les conflits ne vont pas nous amener à un autre déchirement qu'on ne pourra pas contrôler. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dion, une question à droite, une question à gauche. Monsieur Dion, est-ce qu'il faut un nouveau contrat social? Parce que quand je les écoute, il y a quand même une rupture de confiance. Est-ce qu'il faut un nouveau contrat social pour que la Côte d'Ivoire s'engage dans une voie plus vertueuse, plus consensuelle, qui évite tous les dangers là? Mais vraiment rapidement, comme si on va prendre les deux questions. Oui. Oui, je répondrai oui. Elle est condamnée à aller vers cela. Parce qu'il faut construire la Côte d'Ivoire. Ça me paraît tellement logique. C'est une vérité d'une niaise évidence. C'est ensemble qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que c'est ensemble qu'on doit construire la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se parle. Pour regarder les fondamentaux. Oufoué et ses compagnons ont mis des fondamentaux. Le temps est passé. À un moment donné, on s'arrête, on fait l'évaluation des choses et on se dit comment on avance. Avec quoi? Avec quels nouveaux instruments? Pour aller vers où? C'est ça la question basique. Et je pense qu'il y a tellement d'intelligence dans ce pays, tellement de leadership dans ce pays, que je suis parfois effaré de ne pas voir les Ivoiriens et surtout nos leaders prendre leurs responsabilités, parce que le goûter est là, je crois, je l'aperçois. J'ai envie de dire avec lui, un petit serpent n'est un serpent. Et lui, il est petit ou c'est un grand serpent, en fait? Bon, il y a une question à gauche, une question à droite. Allez-y, monsieur Mécoudé. S'il y a un micro, sinon je vous passe le mien. Merci. Je suis Charles Mécoudé. Pourquoi je me présente quand même? Ce n'est pas une question. C'est une contribution. Merci. Je voudrais dire que moi, je n'ai aucun complexe à discuter avec un adversaire parce que j'ai confiance en moi. C'est ceux qui ont peur d'arguments qui fuient la discussion, même avec l'adversaire. Je voulais faire cette précision. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Il faut qu'on se parle. Je vais laisser le président Donald Trump là où il est. Et je vais venir sur moi-même, parlant d'inclusivité de l'élection. Je prends toute l'assistance à tenir. Je suis donc transféré à la Cour pénale internationale. Oui, je suis transféré à la Cour pénale internationale par le gouvernement de mon pays. La chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire a siégé le 21 mars 2014 pour que je puisse répondre à ma responsabilité relative à la crise post-électorale dans mon pays. Plusieurs années après, je suis jugé et acquitté par des juges que je ne connais pas. Pendant que je suis un commissaire de justice commis par la justice de mon pays, qui pourtant m'a envoyé à la Cour pénale internationale. Et lui, le commissaire de justice, va me chercher à Ntogo. Et il déclare, je suis allé chercher Charles de Boudo, quartier millionnaire. Je demandais à ses voisins, ils me disent qu'il n'est pas là. Sur cette base, l'individu que je suis, le justiciable que je suis condamné par contumace dans mon pays.
Les Anglais diraient une absentia. Pourtant, pour condamner quelqu'un par contumace, il y a des conditions. Il faut qu'on ne sache pas où il est. Il faut qu'il ait refusé de se prononcer. Alors, sur cette base, comment on reconstruit la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui va chercher des problèmes? Alors qu'on veut les résoudre. Je suis une victime. Je ne me victimise pas. Et je dis. Merci, monsieur. Alors, monsieur le ministre, est-ce que la justice fonctionne si bien que ça? Si vous écoutez cet acteur politique et aussi société civile, finalement, est-ce que la justice fonctionne? Est-ce que dans ces conditions, on peut faire des élections sur lesquelles on s'entend lorsque ce citoyen, justiciable comme les autres, constate qu'il y a une sorte d'acharnement, c'est ça, non? Non? Non, on vous a cherché, on ne vous a pas trouvé. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que la justice fonctionnera? Alors, deux choses. D'abord, dire que Charles est un ami. Et donc, c'est des questions qui font forcément l'objet des débats que nous avons. Deuxième chose, en tant qu'émissaire du gouvernement, nous croyons fortement à la séparation des pouvoirs. Et donc, il ne nous revient pas donc, de nous prononcer. C'est une position constante. Il ne nous revient pas. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'y croyez pas? Et vous allez remarquer que la position en la matière est constante au niveau du gouvernement. On ne commande pas les décisions de justice. Après, j'entends. Mais je me refuse donc de commenter donc les décisions donc, de justice. Quand on regarde les indicateurs donnés tout à l'heure, on peut noter que globalement, notre pays a fait des avancées. Je prends l'indice Mo Ibrahim, où nous étions quasiment à la 40e place, je ne sais pas, et nous sommes aujourd'hui à la 16e place. Je prends l'indicateur sur la liberté et donc de la presse, de la 134e, 133e place à la 37e place. L'indicateur sur la perception de la bonne gouvernance, de la corruption, sont passés de 154e en 2011 à aujourd'hui 69e. Donc, le renforcement de nos institutions, la crédibilité de nos institutions, nous avons fait une marche. Maintenant, je dis que la construction d'une démocratie, les États-Unis ne sont pas construits en un an. J'ai eu la chance, moi, en 2016, et je pense que Sané Timoko aussi a dû participer à ce programme, invité par le gouvernement américain dans le cadre du programme Emerging Leaders. Il est passé 3 semaines pour voir l'évolution de la démocratie américaine, construite sur près de 200 ans. Des Abraham Lincoln, des George Washington jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions avec, à des moments importants de l'histoire, des changements de loi, etc. C'est une construction. L'idée, c'est de dire que si on est d'accord que rien n'est parfait, que tout est perfectible, est-ce qu'on se met dans une dynamique positive? Je dis que, pour écouter, après, comme le préfet l'a dit, après l'expérience des différentes évolutions, 2025 peut être pour nous donc l'opportunité d'ouvrir un débat sur les changements institutionnels. En ce moment, les partis politiques qui viennent rencontrer donc les populations peuvent dire voici les réformes qu'ils allons faire après l'élection présidentielle. Mais vouloir, contre toute logique, demander des réformes qui ont pour conséquence de fragiliser nos institutions, de mettre à mal nos institutions, d'ouvrir des voies, d'avoir l'incertitude, parce qu'on n'aura pas pu organiser les élections et que vous avez d'autres motivations. Et c'est tout le débat. Sinon, le débat, il est normal. Et d'ailleurs, nous, avec le président Ouattara, on aura l'occasion, dans cette élection présidentielle, de faire encore des propositions aux Ivoiriens sur les réformes profondes que nous voulons faire après l'élection présidentielle. Merci. Il me reste moins de 5 minutes. Je crois que je vais devoir conclure. Ah oui, vas-y. Oui, merci Didier. Merci infiniment pour ce panel, pour la qualité du débat. Il y a eu peut-être une invectivation, mais bon, on va dire que c'est les circonstances atteignantes nous permettent de considérer qu'il y a eu quand même un bon débat intéressant. J'ai une question pour Monsieur le Ministre. Moi, Monsieur le Ministre, je suis d'accord avec vous sur une chose. Je suis d'accord avec vous sur une chose, sur le fait que la responsabilité est partagée sur la qualité du débat public, la qualité du débat politique aujourd'hui.
On ne peut pas avoir un débat seul dans son coin et dire qu'il y a une dégradation de la qualité du débat politique. Elle est partagée. Ma question, c'est la suivante. C'est est-ce que, quand vous êtes un acteur politique, parce que vous les avez mentionnés, que ce soit dans votre camp ou dans les autres camps, quand vous êtes un acteur politique qui a entre ses mains le pouvoir, qui exerce le pouvoir, et donc qui a les instruments de ce pouvoir à sa disposition, est-ce que la responsabilité n'est pas plus grande de votre côté que celle des autres? C'est la question que je me pose. Nous qui sommes investisseurs, qui sommes hommes d'affaires, quand on va à l'extérieur, on nous pose souvent la question de « Oui, mais c'est une année électorale en Côte d'Ivoire, comment vous pensez que ça va se passer ?» Parfois, c'est des partenaires financiers, parfois, c'est d'autres investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Et puis, pour nous qui sommes... Bon, moi, maintenant, je suis... on va dire que je n'ai plus la casquette d'indépendance qu'à Bloomfield, parce que je n'y suis plus. Donc, par patriotisme, je dois me permettre de dire « Mais écoutez, moi, je vous rassure, parce qu'il y a des indicateurs économiques qui nous permettent d'être rassurés. » Mais sur les indicateurs politiques, sur le débat politique, je ne suis pas le seul à voir ce qui se passe. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui regardent ce qui se passe. Il y a aussi des étrangers qui ont intérêt économique parfois financier, parfois plus loin, qui regardent aussi ce que fait la Côte d'Ivoire sur ce débat-là. Et moi, là où j'ai une critique à formuler, qui rejoint ma question, c'est je pense que quand on est acteur, quand on est en situation d'exercer le pouvoir, c'est aussi, à mon avis, dans votre intérêt, que de reconnaître que cette responsabilité est plus grande pour vous et que l'avenir du pays est plus entre votre main qu'en celle de ceux qui prétendent peut-être demain exercer le pouvoir comme vous l'avez exercé déjà. Merci, Youssef. Alors, tout le monde va donner son mot de la fin. Répondez rapidement, M. Millerand. Je lui réponds par un exemple. Là, on parle de 2025, mais revenons en 2020. Supposons tous que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en 2020. L'opposition demande le dialogue politique. L'opposition demande le report des élections. L'opposition remet en cause la commission électorale indépendante. Par responsabilité, nous ouvrons là-dessus avec l'opposition, qui d'ailleurs refuse, puisque le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait voulu rencontrer certains acteurs, qui ont boycotté. L'opposition appelle au renversement du président Ouattara qui fait un troisième mandat. Si on écoutait cette opposition, on ouvrait un gros dialogue politique, on n'organise pas les élections en 2020, on ouvre une transition avec toutes les incertitudes. Par responsabilité. Parce que nous savons justement que le monde entier nous regarde. Et que ce qui est important, ce sont les Ivoiriens, les investisseurs. Nous sommes restés fermes. Les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel, tout en étant ouverts aux discussions, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et donc, par responsabilité, nous allons assurer la sécurité des Ivoiriens en 2025. Par responsabilité, nous allons garantir donc, la sécurité de tous les investisseurs. Par responsabilité, les élections vont se tenir en 2025 au délai constitutionnel. Cela n'empêchera pas les débats. Et par responsabilité, tous ceux qui voudront mettre ce pays à feu et à sang seront mis hors d'état de nuire. Parce que c'est notre responsabilité d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes... D'autres ne l'ont pas fait hier. Et on sait ce que cela a entraîné donc, dans notre pays. Donc, nous sommes ouverts au dialogue, à la discussion. Nous sommes au dialogue républicain, mais on n'acceptera pas la chiennerie. Voilà. Merci. Oui, ça y est, nous avons terminé. Effectivement, nous sommes dans les 1h15. Juste avant de conclure, levez la main ceux qui pensent que les élections vont bien se passer. On est tranquille, tout va bien se passer. Ouais, disons 25% de la salle. Oh, ils disent 50%, c'est pas vrai. Relevez la main, ceux qui pensent que tout va bien se passer. 30% à 35%. Qui est-ce qui se dit on est un peu inquiet, quoi, quand même. Les signaux sont pas terribles, quoi. Ouais, on a bien un petit 45%, et puis il y a quelques-uns qui sont neutres. Donc, globalement, vous voyez quand même que non, Souleymane, arrête. Le mot de la fin pour chacun d'entre vous, tout le monde est inquiet quand même, globalement, même s'il y a de quoi être optimiste, mais le mot de la fin, je commence par M. Boulin, pour que ça puisse bien se passer, mais vraiment, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que 2005 ne soit pas un tournant
où on a autant peur que ça. Oui, oui. Alors, 30 secondes, vraiment. merci, oui. Par respect pour Bloomfield, je vais respecter les 30 secondes, sinon je me suis tué pendant un bon moment. Ce que je voudrais dire, j'ai entendu la loi, les gens n'aiment pas respecter la loi, la loi, la loi. La loi est faite par les hommes. Et ce sont les hommes qui, au regard de l'actualité, devant telle ou telle situation, modifient la loi. 2. Dans mon pays, il y avait une loi fondamentale qui interdisait le président Ouattara d'être candidat. Mon pays a fait le tour de l'Afrique, a contourné la loi pour trouver une solution. 2025, c'est dans quelques mois, octobre 2025. Mon pays est inquiet de façon générale. Ça fait 1 an que nous demandons au président de la République d'ouvrir un dialogue pour que les gens se mettent d'accord. On dit non, c'est trop tard, etc. Entre trop tard et les morts prévisibles que je vois, parce que j'ai vécu ça en 2010, c'est mon droit. J'ai le droit de dire, s'il vous plaît, laissez la rigidité de la loi, et trouver des solutions à la question qui est là. Si vous ne voulez pas, vous estimez que vous allez mater quiconque va penser autrement, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas parler du risque, parce que le pays va bien. Or, nous avons le droit d'être inquiets, parce qu'on a vécu cela en 2010. Donc moi, pour moi, la loi peut être là, mais on peut trouver des solutions tant que c'est encore possible. Merci, M. Bouga. Mon cher service. Professeur Dion, 30 secondes. Ce dont j'ai peur, c'est ce qu'on a toujours vécu depuis un mois. Quand le 11 avril, on arrêtait Laurent Gbagbo, mes enfants n'avaient mangé que 2 boîtes de sardines et je n'avais que 500 francs en poche. Parce que mon quartier a été bouclé sans que je m'en rende compte et je n'ai même pas eu le temps d'aller à la banque. C'était à la limite une libération pour moi parce qu'au moins on allait célébrer et aller trouver à manger. En 2020, on était encore enfermés quand il y avait beaucoup de bruit jusqu'à ce que les élections se tiennent. À quel moment on va arrêter cela? C'est juste ma question. C'est quoi? C'est du sadomasochisme politique et je ne sais pas. Moi, j'essaie de comprendre. Hein. Je vous dis, je suis un rêveur. C'est pour ça que je suis pas politique là, en train de... Je ne comprends pas et je veux comprendre. C'est tard d'aller chercher le léopard là où il se cache. On ne joue pas avec un léopard qui est dans sa cachette. Pourquoi nous avons en Afrique, c'est tard d'aller chercher les problèmes qui ne nous cherchent pas? Pourquoi nous ne réglons pas ces affaires-là entre nous, pour nous et pour les enfants que nous avons mis au monde et les enfants qui vont mettre au monde? Merci beaucoup. Je veux vraiment m'arrêter à ces questions parce que il aime bien la charte du Kouroukan-Fougan. Je crois qu'il y a un article là-bas qui dit que quand tu veux mettre le feu à la forêt, il faut regarder au sommet des arbres. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, 30 secondes. Je suis originaire de Irifla, un village qui est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et dans mon village, on dit quand le même malheur t'arrive tout le temps, à toi seul, c'est que tu es maudit. Tous les 5 ans, la Côte d'Ivoire a un problème. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Je ne le crois pas. Un pays qui gagne la CAN, défiant tous les pronostics. Un pays qui passe des classements de 133e à 109e. Un pays qui fait des routes, des écoles, des ponts, des infrastructures, qui attire des investisseurs, qui a de bonnes notations. Ce n'est pas un pays maudit. Et monsieur le ministre, prouvez-nous que la Côte d'Ivoire n'est pas maudite en 2025. Merci. Monsieur le ministre, la parole. 2 choses. D'abord, il n'y aura rien à prouver, hein, puisque nous ne sommes pas un pays maudit. Et c'est parce que nous ne sommes pas un pays maudit, monsieur le préfet, qu'en dépit de toutes les incertitudes, et comme la société gérait avec beaucoup de fermeté en 2020, la Côte d'Ivoire a pu continuer dans sa dynamique. On aurait fait ces chiffres qu'on cite aujourd'hui si on avait écouté une certaine opposition en 2020 et qu'on rentrait dans l'incertitude. Donc, il faut concilier entre la nécessité d'ouvrir le dialogue, d'avoir un consensus, et la nécessité de préserver les intérêts vitaux du pays et avancer. Et lorsqu'on gère, nous sommes obligés donc de regarder cela, premièrement. La seconde chose, c'est, je pense à mes 30 secondes, parce que c'est par là que j'ai commencé le respect de la loi, et je pense que c'est une situation qu'il fait, mais l'exemple n'est pas bon.
et je le dis aussi pour tous ces jeunes qui sont dans la salle, parce que la politique en Côte d'Ivoire, c'est quand même 30 ans. Beaucoup de jeunes qui vont, la moyenne d'âge en Côte d'Ivoire est de 20 ans. Beaucoup de jeunes qui sont appelés à voter, etc., ne savent pas ce qui s'est passé en 90, en 95, etc. La loi n'a jamais été contournée pour Alassane Ouattara, contrairement au narratif qui est avancé. En 1995, un code électoral dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il a fait 5 ans hors de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit cette loi, elle est inique, elle est injuste, mais c'est la loi et ici est pliée. En 2000, la loi lui dit qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Il est éliminé de l'élection présidentielle. Il dénonce la loi ici. D'ailleurs, les élections en 2000 se sont organisées entre Belkei et Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara n'a pas pris ses partis en sortie à aller tuer des citoyens dans la rue. C'est la suite des contestations liées à la bataille entre les deux que les partisans de Ouattara sont sortis. Donc le vote a été respecté. Lorsque nous sommes allés à Marcoussis, non, c'est important, Didier, c'est important. Lorsque nous sommes allés à Marcoussis, la loi Marcoussis a suggéré que tous les acteurs politiques puissent participer à l'élection présidentielle. Accord de Marcoussis. Laurent Gbagbo a rechigné à appliquer cette loi. C'est en 2005 que le président Thabo Mbeki, à l'issue des accords de Pretoria, préconise à Laurent Gbagbo de prendre l'article 48 pour permettre à tous les acteurs politiques de Marcoussis de participer donc aux élections. Laurent Gbagbo prend la décision. Mais il n'y a pas eu d'élection en 2005, puisque la lettre de Laurent Gbagbo visait l'élection en 2005. Quand on arrive en 2009, le dépôt des candidatures, je vous invite tous à aller relire l'arrêt de Yao Paul Ndré. Yao Paul Ndré dit que c'est vrai que Marcoussis demande que tous les acteurs politiques participent de facto à l'élection présidentielle. C'est vrai que Laurent Gbagbo a pris une décision pour que les acteurs participent. Mais cela rend les candidats, fait un traitement inégal des candidats, parce qu'il ne peut pas accepter que des candidats respectent la loi et tous soient exemptés. Et il a demandé à tous les candidats, y compris ceux de Marcoussis, de déposer leur dossier conformément à ce qui est demandé dans la loi et dans la Constitution. Alassane Ouattara a déposé tous les documents, comme tous les autres candidats, et ces documents ont été analysés les autres candidats. Donc il n'y a pas eu de contournement de la loi, contrairement à ce qui est dit. Et il n'y aura pas de contournement de la loi. La loi peut changer, elle peut évoluer. Mais la loi, c'est la loi, elle est dure, mais elle doit être appliquée si on veut avoir des institutions fortes et crédibles dans nos pays. Mais merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci à tous pour ce débat passionnant. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Que 2025 soit une belle année de transition. Merci à tous.